Alors, qui sommes-nous? Nous sommes un établissement de formation par la voie de l'apprentissage, mais pas uniquement, mais aussi de la voie de la formation professionnelle. Et nous formons au métier d'éducateur, entraîneur, animateur au sens large, avec des parcours de formation qui vont des niveaux 3, alors anciennement niveau 5, et jusqu'au niveau 5 également. Donc, nous sommes les artisans, en tout cas, nous mettons tout notre art et notre patience pour pouvoir le réaliser. Nous souhaitons que la passion des personnes qui entrent en formation soit avant tout le moteur pour que leur métier devienne non pas une tâche, mais vraiment une mission qu'ils vont avoir plaisir à réaliser tout au long de leur carrière et tout au long du temps qu'ils pourront partager avec vous. Et en effet, dans ce parcours, vous allez le voir, nous avons de nombreuses formations qui sont les situations professionnelles que vous administrez, que vous gérez. Il est important aussi que les gens que vous allez avoir dans vos équipes soient aussi de plus en plus polyvalents, ou en tout cas qu'il n'ait pas qu'une seule corde à leur arc. Nous avons une expérience de 24 ans. Alors, c'est beaucoup, c'est bien. En tout cas, on peut s'appuyer sur cette expérience, mais nous sommes préoccupés toujours par l'innovation pour changer. Parce qu'en effet, les jeunes qui sont venus en formation chez nous il y a 24 ans, eh bien, déjà, ils ont 24 ans de plus aujourd'hui. Certains sont formateurs, certains sont tuteurs. Donc, on a pu garder aussi des contacts avec nos clients. Mais aussi, nous avons remarqué qu'aujourd'hui, nos pédagogies et nos approches didactiques devaient être modifiées et adaptées. Parce qu'en effet, aujourd'hui, nos formations professionnelles, qu'elles soient en formation continue ou en initiale pour l'apprentissage, nous avons besoin de mettre en place des pédagogies innovantes. Et nous sommes plutôt favorables à des mises en situation pratico-pratiques. Et vous le verrez tout à l'heure, nous avons de nombreux partenariats, alors avec des clubs sportifs, avec des entités comme les comités régionaux handisport par exemple, mais nous avons aussi des partenariats importants avec les écoles ou les centres de loisirs pour que la situation pédagogique, les situations pédagogiques, l'apprentissage du métier d'encadrant, animateur ou éducateur sportif, soit effectivement en situation concrète et réelle de terrain. Et puis, et le Covid-19 nous y a obligés, nous avons déjà mis en place à la rentrée de la formation à distance, eh bien, nous avons pu optimiser et accélérer cette mise en route. Et aujourd'hui, nous avons pu assurer pendant ces 2 mois de confinement un suivi pédagogique qui a été, je dirais, remarquablement bien piloté par les équipes pédagogiques. Là-dessus, on peut les saluer et les féliciter. Et ça a permis aussi aux jeunes de découvrir aussi une autre façon de se former. Alors, la situation de toutes nos formations, qu'elles soient pour le sport ou dans la vocation de l'animation, ce sont des formations qui ont lieu en alternance. Et vous allez voir à quel point la place que vous allez accorder dans vos établissements aux jeunes dans cette situation d'alternance est importante. Elle est importante non seulement pour le parcours de formation, mais elle l'est aussi pour le taux d'insertion. 83% d'insertion professionnelle à l'issue de la formation. Ce qui veut dire que notre partenariat entre vous, employeurs, et nous, centres de formation, est essentiel. Si nous voulons former correctement, il faut que nous soyons en phase, c'est-à-dire que nous soyons à l'écoute de vos besoins pour que ce chiffre, qui est effectivement très satisfaisant, beaucoup de centres de formation, beaucoup d'écoles, d'universités souhaiteraient avoir ce chiffre, cette insertion professionnelle à l'issue de la formation. Nous l'avons, mais comme nous sommes des compétiteurs aussi, eh bien, si on peut progresser, même si 83% c'est satisfaisant, eh bien, on va souhaiter le faire et on va le faire effectivement avec vous. Alors oui, cette expérience, c'est plus de 2600 jeunes et personnes qui sont rentrés, alors essentiellement des jeunes, puisque nous avons pour vocation l'apprentissage, qui ont pu passer effectivement dans nos murs. Et c'est nous donner aussi une satisfaction qui nous a permis aujourd'hui d'aller chercher cette qualification par l'AFNOR dans la formation professionnelle. Et nous sommes en pleine démarche pour pouvoir aussi être certifiés Calliope, c'est son nom, sur la certification de la qualité pour les CFA. Et nous avons pour objectif d'être qualifiés et certifiés d'ici la fin de l'année 2020. Nous sommes installés essentiellement à Saint-Jean-le-Blanc, donc tout près d'Orléans. Nous avons une grande majorité de nos formations. Vous le voyez également sur cette carte, il y a une antenne qui pour l'instant est en sommeil à Montargis, parce que le bassin d'emploi n'est pas forcément aussi facile à dynamiser, je vais dire, que sur l'Orléanais. Une antenne qui fonctionne très bien également sur l'Eure-et-Loir, à Chartres, avec un partenariat avec un CFAI, un autre CFA qui nous accueille dans ses locaux pour pouvoir mettre en place des cours théoriques. Et puis,
cette petite tête de cheval pour vous indiquer qu'également dans l'Eure-et-Loire, à Nogent-sur-Eure exactement, Fontenay-sur-Eure, pardon, nous avons les écuries du Val-de-l'Eure qui accueillent, et depuis la création du CFA, les formations dans le milieu équestre. Nous avons également un partenariat. Hop, elle m'a... Faut que j'aille plus vite, c'est ça? Je suis pas dans le tempo, Emeline. Pardon, mais dans l'intonation, j'ai cru que c'était terminé. J'allais juste évoquer le tennis qui est avec notre partenaire de la Ligue du centre de tennis qui accueille le DE Tennis, le DE GEPS, en formation sur donc, le Loir-et-Cher, et le CREPS de Bourges qui accueille les apprentis pour le département du Cher. Là, c'est bon, on peut changer de diapo. Voilà. Donc, nous aurons grand plaisir, une fois que nous serons définitivement bien déconfinés, à vous accueillir et vous montrer nos nouveaux locaux dans lesquels nous sommes depuis un an et un jour exactement aujourd'hui, pour pouvoir vous accueillir dans des espaces qui ont été spécialement conçus, réfléchis, des espaces vastes, lumineux, spacieux, modulables. Vous le verrez, toutes nos salles sont aménageables en cours collectif, en salle de conférence, sans table, mais aussi en îlot, en groupe de travail, pour permettre effectivement, comme je le disais tout à l'heure, des pédagogies modernes et adaptées. Donc, plus de 850 mètres carrés, donc des salles de cours, des salles aussi pouvant accueillir des séminaires et de quoi effectivement stationner. Et un espace aussi pour les jeunes, ce qui n'est pas négligeable, pour pouvoir prendre leur repas sur place. Nos formations. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, essentiellement les formations de niveau 4 au sein du BPGEPS, donc les diplômes du ministère des Sports. Donc, différentes spécialités sont dispensées dans nos murs, à la fois par la voie de l'apprentissage, mais pas uniquement, également par la voie de la formation professionnelle continue. Les diplômes, je vous laisse les regarder. J'attire juste votre attention sur le premier partie, avec en dessous de nos diplômes BPGEPS et du DE Tennis, des formations complémentaires aujourd'hui que l'on a en projet, c'est-à-dire le titre coach santé, parce qu'aujourd'hui, on sait bien que les problématiques de santé, qu'elles soient physiques, mentales ou même sociales, sont aujourd'hui des vraies préoccupations et sont aussi des sources de développement pour les clubs et les associations et dont vous êtes les représentants ce soir. Donc, il est aussi important que vous puissiez avoir, encore une fois, des personnes qui soient qualifiées en phase avec les besoins que vous pouvez avoir dans vos structures. Et puis, un autre diplôme qui est en cours, on l'attendait depuis un petit moment, mais ça y est, on l'a, c'est le titre de coach aquatique. Ce diplôme qui permettrait à quelqu'un qui serait titulaire, par exemple, des activités de la forme, de venir chercher cette compétence pour pouvoir encadrer les activités aquatiques. Prérogative qui, jusque-là, était réservée essentiellement aux gens qui sont titulaires d'un diplôme d'AAN ou donc de maître nageur. Donc, il est important que cette compétence-là soit adossée à un autre diplôme. L'animation, un secteur qui est en développement chez nous, avec notamment le BP Loisirs tout public, LTP, donc de niveau 4, comme les diplômes du sport, mais également, et nous allons le mettre en place pour la rentrée prochaine, enfin à partir de la rentrée prochaine, le CPGEPS, nouveau diplôme dans le champ de l'animation du ministère des Sports, avec cette prérogative qui permet notamment à cette personne qui en est titulaire d'être en capacité d'animer des activités auprès de différents publics, mais aussi de ce qu'on appelle des actions de la vie quotidienne. Donc ce diplôme-là est un diplôme de niveau 3, donc inférieur au niveau 4, nous sommes dans le bon ordre, et qui est un très bon préalable pour aller ensuite chercher un BPGEPS, soit dans le champ du sport, comme un BPGEPS très large, comme le BPGEPS activité physique pour tous par exemple, ou bien un BPGEPS dans le champ d'animation, comme le loisir tout public, par exemple. Et puis, dans vos clubs, vous êtes parfois amenés à conduire peut-être des stages avec internat, avec de l'hébergement, pour des mineurs. Eh bien, il est important que l'éducateur sportif que vous allez former ou que vous avez soit également titulaire de ce certificat complémentaire de direction d'un accueil collectif de mineurs. En effet, le simple fait d'être éducateur sportif ne confère pas forcément la responsabilité de cette compétence-là. Certes, ça n'est pas forcément complexe, mais en tout cas au point de vue réglementaire, ça vous donne aussi une assurance de pouvoir organiser ces différents séjours et ces différents stages. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, on l'a adossé à l'ensemble des BPGEPS du sport pour qu'effectivement, vous puissiez aussi mettre en place ce type d'activité dans vos structures. Il existe un autre parcours
préalable pour tout ce qu'on appelle les jeunes qui seraient aujourd'hui un petit peu en recherche pour savoir exactement quel est le métier qu'ils veulent faire. Donc, ils peuvent découvrir le métier d'animateur ou d'éducateur sportif dans le cadre d'une pré-formation pour se rendre compte que le métier d'éducateur sportif ou d'animateur ne s'invente pas, ne s'improvise pas. Il faut peut-être aussi essayer et voir où sont aujourd'hui les compétences. Et si vraiment c'est le métier que le jeune souhaite faire. Alors, on leur permet pendant entre 3 et 6 mois préalables, avant une entrée en BPGEPS, de découvrir l'activité et de découvrir le métier. Toujours en étant en immersion, puisque les pratiques pédagogiques actives, ou en tout cas en immersion, c'est ce que nous préférons, nous les mettons en place quelles que soient les formations, qu'elles soient dans le champ du sport ou dans le champ de l'animation. Donc, il permet aussi pour vous, employeur peut-être, d'avoir un jeune qui peut-être est un peu hésitant, motivé certes, mais qui manque peut-être un petit peu de maturité. Eh bien, ce SAS lui permet d'être en formation, d'être avec vous et de petit à petit avoir le pied à l'étrier, peut-être d'arriver à un certain niveau qui est attendu pour pouvoir ensuite suivre un parcours de BPGEPS en un temps plus court, peut-être sur une année, mais d'être en phase avec ce que votre structure est en train de développer et que le jeune serait en capacité d'encadrer ou de co-encadrer. Et puis, une fois qu'on a formé des BPGEPS, on a formé des techniciens, on a formé des animateurs, des éducateurs, il est parfois nécessaire aussi d'avoir des personnes qui sont en capacité peut-être de manager, qui vont aussi pouvoir être pour vous, mesdames et messieurs les présidents ou les responsables de structure, des personnes qui vont être des vraies forces de proposition, qui vont vous être précieux dans l'aide à la décision, avec des postes de manager pour pouvoir aussi vous aider à orienter peut-être les nouvelles stratégies de développement, de déploiement, pour que vos clubs puissent continuer à résister, si je puis dire, aux ressources publiques qui tentent à diminuer quand même, mais qui aujourd'hui doivent vous permettre, dans cette réorganisation et dans la façon de repenser votre stratégie, mais aussi de modifier le modèle économique, d'avoir des personnes ressources qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner. En effet, aujourd'hui, la structure associative, quelle qu'elle soit, ou commerciale, privée, ou la collectivité territoriale, bref, toutes les entités qui aujourd'hui gèrent le sport, l'animation, l'encadrement des publics, doivent aussi repenser peut-être leur stratégie et les différents modèles. Eh bien, ces diplômes-là, ces formations-là, qui sont toutes en modulaire également, hein, comme tous les BP, je ne l'ai pas précisé, mais tous nos BP passent en modulaire, donc des modules de compétences qu'on peut aller chercher, sont des personnes ressources qui peuvent vous accompagner et vous aider à transformer progressivement la structure que vous pilotez, que vous dirigez, de manière à pouvoir être toujours sur le terrain et sur le territoire une entité incontournable. En effet, le secteur associatif aujourd'hui qui accompagne et qui encadre les différents publics, que ce soit des enfants, des très jeunes ou des personnes beaucoup plus âgées, voire très âgées, eh bien, le milieu associatif aujourd'hui est une entité ressource importante sur un territoire et il faut qu'elle puisse aujourd'hui s'adapter aux mouvances à la fois économiques et sociales. Et tous nos métiers sont mixtes. Les partenaires, je les ai évoqués tout à l'heure dans le cadre des accompagnements pédagogiques que nous mettons en place, puisque nous sommes aussi souvent partenaires de grandes manifestations sportives quand elles existent, comme la Coupe du Monde de sabre par exemple, comme le tournoi international de badminton. Nos jeunes, quand ils sont en formation, une autre façon d'illustrer la mise en situation pratico-pratique, sont en situation pédagogique et co-encadrent avec parfois l'UCEP, mais parfois nous sommes les seuls à le faire, des écoles qui viennent découvrir le sport en question. Sur le perche Elite Tour, ils viennent découvrir le saut à la perche. Badminton, ils viennent découvrir le badminton. Et les 500, 1000, 1500 élèves qui viennent sur les 3, 4, 5 jours de compétition sont accompagnés et encadrés par les formateurs et nos apprentis qui sont en formation. Donc, c'est un exemple d'immersion que l'on peut mettre en place dans notre activité pédagogique et on peut le faire grâce aux partenariats qui s'affichent ici, que ce soit les clubs sportifs, que ce soit aussi les associations caritatives comme le Rire Médecin par exemple. Alors, Covid-19, des obligations et des changements. Aujourd'hui, peut-être que dans vos questions tout à l'heure, vous allez me demander comment s'effectuent les tests, se fera à la rentrée, quelles sont les différentes conditions d'accès. Aujourd'hui, la réglementation a été forcément bouleversée puisque pour rentrer en formation, il y a des prérogatives, il y a des prérequis qui sont obligatoires et nécessaires, qu'ils soient d'ordre administratif, comme par exemple être titulaire du PSC1,
Aujourd'hui, on ne peut plus passer le PSC1 puisque les conditions sanitaires exigent de l'éloignement et pour porter secours à quelqu'un sans le toucher ou à 1 mètre de distance, ça va être compliqué. Donc, on est obligé d'attendre que la situation s'apaise pour pouvoir faire passer ces épreuves et ensuite être titulaire. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour nous et pour vous? Eh bien, aujourd'hui, pour s'inscrire et pouvoir avoir accès à la formation, il faut la carte d'identité, photocopie, recto verso ou un passeport, bref, une pièce d'identité et un certificat médical d'au moins d'1 an. Et ensuite, avec les équipes administratives et pédagogiques, nous allons accueillir les jeunes et petit à petit, progressivement, leur faire passer les différents tests d'entrée ou en tout cas des tests qui vont nous permettre de les orienter. Et nous verrons ainsi si là où ils en sont aujourd'hui, dans le profil qu'ils nous montrent et qu'ils présentent, ils sont aptes à rentrer sur un BPGEPS, peut-être sur 1 année, peut-être sur 2 années, ou peut-être qu'un préalable par notre SAS préparatoire sera nécessaire pour accompagner et guider ce parcours-là. Alors, Covid-19 ou pas, j'ai envie de dire, cette habitude, puisque c'est une obligation, mais en dehors de l'obligation, nous avons à Formasat depuis bien longtemps mis en place cette première phase de profilage, puis ensuite un positionnement, puisque le positionnement à l'entrée en formation est obligatoire. Et aujourd'hui, le contrat d'apprentissage que vous allez signer avec le jeune et avec nous, en tant que centre de formation, et sera également adossé à une convention de formation qui va préciser très clairement quel parcours, quel rythme de parcours, quelle modalité de formation nous allons, vous, nous, l'apprenti, nous allons mettre en place ensemble pour que le parcours de formation de votre salarié, puisqu'un apprenti est un salarié, se passe dans les meilleures conditions par rapport au profil que la personne présente aujourd'hui. Donc, la rentrée se fera, je vais dire, normalement, mais nous aurons un temps de positionnement qui sera beaucoup plus long. On va se laisser peut-être 2 mois, peut-être 3 mois. Et ça, c'est en attente des évolutions éventuellement réglementaires qui pourraient arriver en fonction de ce qui pourrait se révéler suite à cette catastrophe planétaire qu'est le Covid-19, pour voir globalement comment nous allons pouvoir faire la rentrée. Si je prenais un exemple, je dirais voilà, eh bien, nous sommes dans une grande gare. Les gens, donc les voyageurs, les apprentis vont rentrer dans cette gare et petit à petit, on va les orienter vers un train, peut-être un TGV, peut-être un TER, peut-être un omnibus. Mais ce trajet, en tout cas, nous n'allons pas le décider tout seul. Nous allons le décider avec vous, avec l'employeur et avec le jeune. L'idée étant que ce parcours soit le plus adapté. Donc, toutes les épreuves qui devront se passer avant une date importante pour vous, employeurs, qui s'appelle les EPMSP, c'est-à-dire les exigences préalables à la mise en situation pédagogique. C'est un moment important et Nicolas en reparlera, parce que ces EPMSP vont donner la possibilité à votre apprenti de pouvoir encadrer en autonomie. Et pour qu'il puisse encadrer en autonomie, nous devons être sûrs, déjà, il aura passé d'ici là le PSC1, et sûr qu'il est en capacité d'encadrer en toute sécurité et sans danger. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important pour nous et nous le mettrons en place pour que derrière, il puisse être opérationnel sur le terrain. Alors, aujourd'hui, il existe un organe très important dans notre structure, c'est la commission permanente. La commission permanente, elle est composée d'employeurs, de représentants d'employeurs, comme vous, qui vous permettent, en tant qu'employeur, de faire remonter les besoins en formation. Quelles sont les compétences aujourd'hui qui sont nécessaires dans les métiers d'éducateur sportif ou d'animateur? Donc, nous avons besoin, pour être en phase, je reviens sur les 83% que j'évoquais tout à l'heure, si nous avons une insertion professionnelle aussi satisfaisante pour l'instant, c'est parce que nous souhaitons que nos formations soient le plus en adéquation possible avec les besoins et la réalité du terrain. Pour cela, ça ne s'invente pas. Le meilleur moyen, c'est d'être en contact avec vous pour que vous nous disiez très clairement quelles sont les orientations, quels sont les parcours, quelles sont les qualifications. Peut-être que dans un parcours, on peut installer une double qualification qui serait nécessaire pour pouvoir vous aider à maintenir l'activité professionnelle que vous devez mettre en place au sein de vos associations ou de vos structures. Donc ça, pour développer vos structures, mais aussi les nôtres, nous avons besoin de partager ce temps dans cette commission permanente. Alors,
inscrivez-vous, venez nous faire des remontées importantes et pragmatiques des besoins pour qu'on puisse effectivement les mettre en musique. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Vous êtes dirigeant d'une association, d'une entreprise, d'une structure. Vous travaillez par ailleurs, parce que je sais que bien souvent les dirigeants bénévoles travaillent ou ont travaillé, mais en tout cas sont en relation avec des entreprises et des employeurs. Eh bien aujourd'hui, les employeurs, quels qu'ils soient dans le monde économique, ont besoin de se pencher sur des questions importantes, que sont bien sûr le développement de leur structure, mais aussi de la prévention de la santé de leurs collaborateurs et des salariés. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on y passe beaucoup, beaucoup de temps, plusieurs heures, et peut-être même plus souvent que dans son propre temps personnel. Donc, le lieu de l'entreprise est un endroit important pour que les collaborateurs, et nous le savons bien, et ça marche dans une association, mais c'est valable aussi pour une structure, quelle qu'elle soit, il est nécessaire qu'au sein de la structure dirigeante, on va l'appeler comme ça, qu'elle soit associative ou pas, et il faut que les collaborateurs soient sereins et envie de collaborer et de travailler ensemble. Ça, c'est quelque chose d'essentiel et qu'il convient de mettre en place ensemble. Donc, je dirais des interventions, des moments comme ça de réflexion qu'il faut pouvoir s'accorder sont nécessaires et nous sommes en mesure, avec Formasat Elite, cette branche pour nous de conseil et d'accompagnement des responsables d'entreprise, pour justement travailler un petit peu sur les équipes et travailler sur le maintien de la motivation pour que la performance reste à l'ordre du jour, sans pour autant qu'elle soit dévastatrice, mais en tout cas qu'elle puisse permettre aujourd'hui à vos collaborateurs, quels qu'ils soient, de rester actifs en prenant soin effectivement de leur santé. Merci Catherine pour cette présentation de Formasat. Nous allons passer maintenant à une explication de l'organisation générale des formations par Nicolas Baudu, le développeur de l'alternance, et ensuite qui va aussi vous donner de riches informations, je pense, sur les contrats en alternance, les démarches administratives, les coûts, les avantages aussi du contrat d'apprentissage. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Nicolas. Merci, Émilie. Effectivement, on va procéder en 3 temps. Un premier temps assez rapide, je dirais, sur l'organisation générale des formations. On a repris un petit peu tout ce qui va être transversal à tous les diplômes que propose Formasat, un petit peu pour reprendre la philosophie des enseignements. Et puis, on va aller petit à petit après sur les contrats en alternance et puis tout un tas de services et d'accompagnement qu'on peut vous proposer. Alors, pour ce qui est de l'organisation générale des formations, on va commencer par le début des formations où on va effectuer un positionnement. Le positionnement nous permet d'adapter au mieux la formation à chacun des candidats. Donc, on parlait tout à l'heure de modulaire. Ce modulaire découle forcément de ce positionnement et de tout ce qu'on va pouvoir observer lors de ce dernier. D'un point de vue général également, nous avons des formations BPGEPS, tout confondu, qui sont en 4 unités capitalisables. Ces 4 UC sont répartis en 3 domaines. Le domaine professionnel, qui reprend un petit peu toutes les compétences transversales du métier, la posture, l'attitude, les connaissances réglementaires notamment, la capacité par exemple à monter un projet. Le domaine pédagogique, qui est un petit peu le cœur du métier, que l'on soit éducateur sportif ou animateur, ça va être l'encadrement tout simplement, comment proposer des cycles, des séances et comment les adapter au public. Et puis le 3e domaine est le domaine technique, où là on va vraiment travailler sur le contenu à proprement parler de l'activité encadrée et du métier choisi. 2 UC sont communes à tous les BPGEPS, donc les UC 1 et 2 du domaine professionnel. Si un élève les valide en passant par exemple un BP activité physique pour tous et qu'il veut enchaîner, s'il est très bon nageur et que son projet est de travailler dans une collectivité par un BPGEPS activité aquatique de la natation, cet élève n'aura pas à repasser les 2 UC communes, les UC 1 et 2. Catherine l'a dit, on donne au maximum du sens à la formation. Donc, différents terrains d'apprentissage, différents lieux et différentes manifestations auxquelles nous sommes associés pour
tout de suite se projeter sur le terrain et tout de suite mettre du sens, je le disais, à tout ce que nous allons voir en théorie en cours. C'est important de l'appliquer tout de suite à la fois en entreprise, mais aussi en formation à Formasat. L'objectif n'est pas que l'on se cantonne à de la théorie, l'objectif est également que l'on propose des activités pratiques à nos élèves. Une adaptation également en ce qui concerne les périodes de certification. Elles sont allongées au maximum pour répondre à la majorité des candidats et elles sont individualisées. C'est-à-dire que le principe dans les diplômes jeunesse et sport, c'est que le candidat ne passe sa certification que lorsqu'il est prêt. Donc certains élèves vont être prêts très rapidement parce qu'ils ont déjà pas mal de bagages et pas mal d'expérience en tant que bénévole par exemple, ou parce qu'ils ont déjà passé des diplômes fédéraux. Et puis à l'inverse, d'autres, parfois issus de la classe préformation et qui ont un petit peu du mal à s'imposer, à avoir une attitude d'encadrant, à avoir une posture d'éducateur, vont peut-être mettre un petit peu plus de temps et du coup, on leur laisse le temps pour passer ces épreuves. Et ces périodes de certification, les épreuves, en tout cas, se font face à des jurys composés de professionnels, très souvent issus du panel employeur ou du panel maître d'apprentissage, parce qu'on peut avoir ce double rôle, maître d'apprentissage pour accompagner un apprenti, et également jury pour faire passer les épreuves des élèves d'autres promotions, de la promotion dans laquelle on accompagne l'apprenti. Donc ça nous concerne Formasat, mais sans employeur, sans entreprise, l'alternance n'a pas de sens et ne peut pas être mise en place. Donc une formation également pratique en entreprise. On évoquait tout à l'heure le rôle important du tuteur et de l'entreprise. Tous les deux vont permettre aux jeunes d'acquérir une expérience primordiale. Sans expérience acquise au cours de la formation, on serait obligé de lâcher les jeunes dans la nature, entre guillemets, une fois diplômés, ce qui n'est pas concevable. Donc forcément, vous avez un rôle très important à jouer dans ce domaine-là. On a construit les alternances des diplômes en tenant compte des terrains, notamment des remarques faites lors de la commission permanente où on nous avait remonté qu'il fallait le plus possible maintenir une alternance fixe. Ça, c'est très important pour vous, pour pouvoir planifier les choses sur le long terme. Une alternance qui tient compte de vos contraintes. Donc, par exemple, on a supprimé tous les cours qui pouvaient se dérouler dans les associations sportives, notamment le mercredi, puisque c'est une grosse période d'activité pour vous. On a également fait le maximum pour supprimer les cours qui se déroulaient pendant les vacances scolaires et vous laisser ainsi la capacité d'organiser des compléments, des stages multisports, par exemple, des choses que vous ne pouviez faire sans apprenti parce que vous n'aviez ni le temps ni les moyens humains. Donc voilà, ce sont des petites choses que l'on met en place, encore une fois, issues de vos remontées, issues de la commission permanente, issues de nos liens privilégiés que l'on peut avoir avec vous lors des visites d'entreprise, lors des suivis d'apprentis, des difficultés que vous pouvez nous faire remonter. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas, on n'avait pas fait un petit temps de questions après la présentation de Catherine. Je ne sais pas s'il y en a déjà. Donc, soit vous pouvez prendre la parole. Pardon. Si vous voulez poser vos questions directement, sachez qu'on va aborder juste après la partie contrat en alternance, les aides financières, les démarches administratives. Donc, voilà, si vous avez des questions plus sur le fonctionnement de Formasat ou sur l'organisation générale des diplômes, vous pouvez poser vos questions maintenant, si vous le souhaitez. Ce silence en dit long. Nicolas, je pense que vous ne pouvez pas nous poser. Les intéresse, voilà. Oui, je crois aussi. Voilà, je pense qu'il faut rentrer. Les contrats en alternance. Donc, deux principaux contrats, Formasat étant un CFA, donc Centre de formation par apprentissage. Il va de soi que le contrat principal sous lequel rentrent les jeunes en formation est le contrat d'apprentissage. Donc, contrat de travail accessible aux jeunes, nous avons marqué de 18 à 29 ans, donc c'est la nouvelle réforme. On peut même mettre de 17 ans et demi à peu près pour passer un BPGEPS jusqu'à moins de 30 ans. Deuxième type de contrat, le contrat de professionnalisation, également un contrat de travail, mais qui est plutôt privilégié pour des candidats qui ont
un petit peu plus d'expérience, pour dire ça comme ça, qui ont un petit peu plus de 30 ans, voire beaucoup plus même. C'est important, voilà, que toutes les catégories d'âge puissent rentrer en formation. Vous voyez une petite information. La recherche d'alternance, donc ça, c'est important pour les élèves, mais également pour vous. Et puis, qui sera peut-être, c'est une mesure peut-être qui sera très importante si jamais on nous demandait de repousser les saisons sportives, par exemple. Le délai porté à 6 mois au lieu de 3 mois pour recruter un alternant. Donc, habituellement, ce délai est de 3 mois à compter du premier jour de cours. Donc, le gouvernement a sorti un décret qui repousse ce délai à 6 mois. Donc, le contrat d'apprentissage, je le disais, tout comme le contrat de professionnalisation, c'est un contrat de travail. Donc, qu'il soit à durée déterminée, avec l'objectif qui couvre la durée de la formation, soit à durée indéterminée. Donc, on peut signer un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un CDI. L'idée, c'est qu'une fois le contrat d'apprentissage terminé, on bascule directement sur le contrat à durée indéterminée. Donc, des employeurs mettraient de temps en temps ça en place, tout simplement, je dirais presque pour verrouiller un bon profil que l'on peut avoir et puis le garder une fois formé. C'est un contrat de travail, ce sont des contrats de travail qui sont aidés par l'État, on le verra tout à l'heure, avec de grosses exonérations de cotisations sociales, et puis plus particulièrement pour le contrat d'apprentissage, des aides vraiment importantes. Une formation qui est prise en charge par l'OPCO. L'OPCO, c'est ce qui a succédé aux OPCA. Donc maintenant, les OPCO, ce sont les opérateurs de compétences qui vont être vos principaux interlocuteurs à la fois, je l'évoquais, pour toutes les aides que vous pourriez toucher, mais également pour prendre en charge le coût de la formation, pour pas qu'il vous soit imputé ni à vous ni à l'apprenti que vous allez embaucher. Donc tout à l'heure, on aura une petite slide là-dessus avec les coordonnées des principaux relais sur la région que vous pourriez avoir. Un statut de salarié, je l'évoquais, c'est important dans notre philosophie de formation. Les élèves qui vont rentrer en formation seront tout de suite dans le bain, auront signé un contrat de travail, auront une fiche de poste, auront des missions bien définies qui pourront évoluer avec le temps, et on l'espère qu'elles évolueront rapidement. Ce sera bon signe, et ça voudra dire qu'ils intègrent rapidement les choses. Mais grâce à ce statut de salarié, surtout, ils vont acquérir l'expérience que nous évoquions tout à l'heure. C'est environ, en 2 ans de formation, 2200 heures que ces jeunes-là vont passer en entreprise. Donc, c'est vraiment important, et c'est très important, une fois diplômés, pour mettre en avant cette expérience sur le marché du travail, tout simplement. Donc, ça rejoint un petit peu l'insertion professionnelle que nous évoquions tout à l'heure, qui est également importante. Sans cette première expérience, je doute qu'elle soit si bonne. Une expérience professionnelle reconnue, ça c'est important. On aime bien entendre dire que les élèves qui sortent de l'établissement ont vraiment de l'autonomie et peuvent directement être mis en place sur un poste en autonomie. Ça, c'est important. C'est un engagement tripartite, que l'on soit sur un contrat d'apprentissage, que l'on soit sur un contrat de professionnalisation. L'engagement et l'accompagnement de l'apprenti se fait à 3. Le jeune, bien évidemment, qui est au centre de la démarche, mais aussi vous, je le disais, et puis le CFA. Tous 3, nous sommes signataires du contrat et nous devons aller dans le même sens. Nous faisons passer rapidement en début de formation ce que l'on appelle les exigences préalables à la mise en situation pédagogique. Catherine l'a évoqué tout à l'heure, l'objectif étant que rapidement les élèves puissent avoir le droit d'encadrer en totale autonomie. Alors, sous la responsabilité, bien évidemment, de leur maître d'apprentissage. Ça reprend le rôle important que le maître d'apprentissage a. Donc, l'idée, voilà, on va faire en sorte, malgré toutes les contraintes, de pouvoir faire passer ces épreuves rapidement. Ces épreuves seront conditionnées, on vous l'a dit, par la capacité des élèves à pouvoir nous produire le PSC1, donc qu'ils puissent passer la formation et qu'ils aient validé les petites épreuves que l'on met en place pour le vérifier tout seul. Le rythme d'alternance, donc en moyenne, cette moyenne peut fluctuer selon les formations, mais en moyenne, les élèves passent 14 heures par semaine en cours, et ce qui veut dire 21 heures en structure. Ponctuellement, on va avoir 2 à 3 semaines sur les 2 années
pleine, entre guillemets, hein, de 4 jours de cours où on va avoir des projets sur ces semaines qui sont vraiment banalisés et primordiales pour la formation. Et puis, il y aura d'autres semaines pour compenser où les élèves n'auront pas cours du tout. Donc, si on fait une annualisation du temps de travail, la moyenne est plutôt de 23 heures, 24 heures en entreprise et le reste du temps en cours. On parlait tout à l'heure du coût de la formation, donc, que vous n'aurez pas à supporter puisque ce coût est pris en charge par les opérateurs de compétences. En revanche, vous aurez le salaire, hein, de l'apprenti. On l'a dit, l'apprenti est salarié, quelqu'un en contrat de pro est salarié. Donc, ce salaire dépend de l'âge du jeune retenu et puis du niveau de diplôme. Donc là, nous vous avons mis les barèmes à regarder. Pour ce qui est de la convention du sport et de l'apprentissage et des structures publiques, le barème se situe dans le tableau de gauche et la convention de l'animation qui propose des barèmes légèrement supérieurs se situe sur le tableau de droite. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, un apprenti qui rentre en formation à 18 ans va bénéficier d'un salaire minimum de 43%. Donc ce sera le barème à utiliser. Même sur le même principe, quelqu'un qui rentre à 21 ans en formation sera sur un barème de 53%. Donc ces barèmes évoluent de la première à la deuxième année, de 8-9% à chaque fois. Et puis, on vous a mis une petite information, donc c'est important à prendre en compte. Ce barème évolue aussi avec l'âge de l'apprenant. Si jamais un apprenti passe une catégorie d'âge, par exemple, on vous l'a donné, hein, un jeune rentre en première année à 20 ans et puis 10 mois, dès l'instant où il va passer ses 21 ans, le mois suivant ses 21 ans, il touchera le barème supérieur de la catégorie 21-25 ans. Donc, par exemple, 43% pendant 3 mois, à ses 21 ans, il passera à 53% jusqu'à la fin de sa première année. Donc ça, c'est valable que ça se passe en première ou en deuxième année. Un coût d'apprenti très réduit par les aides, je l'évoquais tout à l'heure. Si on se base sur le barème d'un jeune de 18 ans qui gagne 43% du SMIC, vous regardez un petit peu le descriptif. Donc ce barème allégé des charges, bien évidemment, mais allégé également de l'aide unique de 4 125 € la première année et de 2 000 € la deuxième année, ce qui laisse, vous voyez, un coût restant à charge. Si on se base sur le salaire qui était, la simulation, pardon, qui a été réalisée sur le SMIC à 662 € par mois, il vous reste un coût à charge moitié moindre de 328 € par mois. Donc la deuxième année, un petit peu moins d'aide et un salaire qui augmente légèrement. Salaire légal qui augmente, on n'avons pas le choix de ça, donc il reste un coût à charge de 631 € par exemple, sur un coût salarial de 785 € par mois. Des aides, des simulations pardon, qui sont réalisées sur les autres catégories d'âge sur le même principe. Donc vous voyez le premier tableau 18 à 20 ans qui est issu de la simulation précédente que nous venons de voir. Sur le même principe de 21 à 25 ans, sur un salaire basé une fois encore sur le SMIC de 53% à 816 €, il va vous rester à charge 485 €. En deuxième année, sur un salaire de 939 €, il vous reste à charge 787 €. Et puis le barème qui coûte très cher, on va dire, suite à cette réforme, le gouvernement a fait le choix d'augmenter le pourcentage et le taux de rémunération des apprentis de plus de 26 ans. Donc, c'est plutôt intéressant pour eux. En revanche, c'est un gros frein à l'emploi puisque ce sont du coup des apprentis qui reviennent très cher à des structures employeurs, presque aussi cher, si j'ose dire, qu'un salarié qui va passer, lui, 35 heures en structure. Donc, c'est vrai que c'est plutôt bien pour ces jeunes-là. En revanche, c'est un net frein quand même à l'embauche pour les apprentis de plus de 26 ans. Et puis, vous voyez une petite note tout en bas. Dès l'instant où une convention collective prévoit un revenu légèrement supérieur au SMIC, la loi nous impose de retenir ce barème comme base. Donc, vous voyez, le salaire minimum conventionnel de la convention du sport est légèrement supérieur. Je ne sais pas si, Emeline, tu peux revenir juste avant, que l'on voit, je l'avais précisé sur la présentation. Les 43% du SMIC correspondent à 662 € par mois, et quand on se base sur la convention du sport, le SMC étant légèrement supérieur, on arrive à 669,98 €. Donc, il y a un léger surcoût de 7 €, mais malheureusement, on doit malgré tout retenir ce barème-là. Dès l'instant où la convention est supérieure au SMIC, on se doit de l'appliquer.
un coût total de formation sur 2 années. Si on additionne tout cela, une fois les aides déduites, donc un apprenti qui rentre en formation à 18 ans, par exemple, on va prendre un cas d'école sans changement de catégorie d'âge, va vous revenir à 11 508 € sur 2 années de formation, de coûts restant à charge à l'entreprise. Un apprenti, même chose, de 21 à 25 ans, va vous revenir à 15 262 €. Donc c'est vrai que ramener à l'heure, ça reste peu élevé. Ce sont des sommes quand même malgré tout pour des structures associatives, hein. On ne peut pas se le cacher. En revanche, ramener à l'heure par rapport à un salarié classique, si j'ose dire, chargé, voilà, ça n'est qu'un petit pourcentage. Je l'évoquais tout à l'heure, donc là, dans les simulations, je n'ai retenu que les exonérations de cotisations sociales et puis l'aide unique, puisque ce sont des aides acquises, entre guillemets, liées à la signature du contrat. Mais à ces aides peuvent s'ajouter l'aide tutorale, donc une aide tutorale qui est soumise à conditions. Les conditions à l'heure actuelle sont que le tuteur soit salarié de la structure ou alors que le tuteur ait la fonction de président, considéré comme étant le directeur de la structure de par sa fonction de président. Donc, si une de ces deux conditions est réunie et que soit le salarié, soit le président assiste à 2 demi-journées au moins de formation que nous organisons, vous pourrez prétendre à cette aide supplémentaire qui correspond à 6 mensualités de 230 €. Donc, cette aide vient s'ajouter à l'aide unique et aux exonérations de cotisations sociales. Et puis, une dernière aide, cette fois, qui est soumise à dossier, je dirais. Il faut déposer un dossier auprès de la direction régionale jeunesse et sport par le biais de ces directions départementales. Donc, il vous suffit d'aller voir soit sur le site de la direction régionale, soit sur le site de Formasat où nous expliquons tout ça. Vous pouvez prétendre à cette aide qui est en fonction de l'âge de l'apprenti, donc jusqu'à 4 000 € pour un apprenti qui a entre 18 et moins de 21 ans et jusqu'à 6 000 € pour un apprenti qui a entre 21 ans et 30 ans. Donc, cette aide ANS apprentissage est sur dossier, donc elle n'est pas acquise, contrairement à l'aide unique et au contrat aidé par l'État. Nicolas, peux-tu nous préciser auprès de qui l'aide tutorale est à demander? Alors, toutes les aides, qu'elles soient uniques, tutorales, sont à demander à l'AFDAS, donc à l'opérateur de compétences, contrairement à l'ANS qui, elle, est gérée par Jeunesse et Sport. On va en reparler de toute façon un petit peu tout à l'heure hein, quand on va évoquer les démarches. Donc, d'autres types de contrats d'alternance, je l'évoquais tout à l'heure, le contrat de professionnalisation. La réforme sortie il y a 1 an et demi tend à faire se rapprocher ces deux contrats que sont le contrat de professionnalisation et le contrat d'alternance, notamment par le même financeur, hein, par les OPCO. Les démarches, les statuts, enfin voilà, petit à petit, les deux types de contrats vont, je pense, se rejoindre à terme. Donc, le contrat de professionnalisation, on l'évoquait, donc théoriquement possible que jusqu'à 25 ans, mais il n'y a pas de limite d'âge si on est demandeur d'emploi. Et c'est très souvent ce cas que nous rencontrons. Les personnes qui rentrent en formation via un contrat de professionnalisation sont souvent inscrites à Pôle emploi. Et de la même manière que le contrat d'apprentissage, enfin de la même manière, pas tout à fait, mais la prise en charge de la formation se fait également par l'opérateur de compétences. Et puis, le dispositif PROA qui remplace un dispositif qui s'appelait période de professionnalisation par le passé. C'est souvent pour des personnes qui sont déjà sous contrat et qui veulent se professionnaliser. Le dispositif, je dirais, est assez simple. Donc, une fois encore, l'interlocuteur sera l'opérateur de compétences. Et pour le mettre en place, il suffira de mettre en avant un avenant au contrat de travail dans lequel nous précisons effectivement les nouvelles missions, l'alternance notamment, et puis ce à quoi va viser la qualification supplémentaire. Nicolas, j'ai une autre question par rapport aux aides. Ces aides sont prévues pour les structures privées uniquement. Les piscines municipales peuvent-elles en bénéficier? À ce jour, je parle à ce jour, hein, en espérant que le décret sorte, mais pour l'instant, ce n'est que pour les piscines privées ou structures privées ou associations privées, entreprises privées. Toutes les entreprises avec un statut public n'ont à l'heure actuelle pas d'aide et ni financement de la formation. Je dis pour l'instant parce que
il est prévu dans la réforme de la formation professionnelle que au moins une partie de la formation, à l'heure actuelle dans le décret, enfin dans le texte de loi, il manque le décret d'application, il est prévu que le CNFPT prenne en charge la moitié du coût de la formation. Nous attendons le décret d'application depuis 1 an et demi qui devrait, nous l'espérons, sortir d'ici le mois de juin. Donc, à ce jour, malheureusement, les aides évoquées et la prise en charge ne sont que pour les structures privées. Est-ce que vous avez des questions sur les types de contrats, sur les statuts des élèves, sur les rémunérations, sur les financements de formation? J'ai une question sur le temps de formation. Oui. Là, j'ai vu, c'était première année, deuxième année, mais il y a un minimum pour faire un contrat d'alternance. Alors, sur le minimum concernant quoi? Concernant le temps de formation, la durée du contrat? En fait, sur la formation, donc moi je suis conseiller technique sur la Ligue de judo, en fait. Oui. Et la formation, elle est en partenariat avec la Ligue Centre Val-de-Loire de judo. Oui. Et la formation dure 10 mois, en fait. Oui. Donc, est-ce qu'on peut prendre un apprenti sur 10 mois? Vous avez le droit. L'idée, c'est que le contrat couvre la durée de la formation. D'accord. Donc, sur les chiffres, on reste sur première année de formation, en fait, voilà, sur les salaires et tout ça. D'accord, merci. Donc, le contrat d'apprentissage a une durée minimale de 6 mois. Donc, vous trouverez en général très peu de formations ouvertes à l'apprentissage qui durent moins de 6 mois. Déjà, des formations de 6 mois en apprentissage, on en trouve déjà très peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez ouvrir votre micro, bien évidemment, comme l'a fait Fabien. Bon, si jamais vous avez des questions. Oui, une question. Et les classes de préformation, là, les CP pour les plus jeunes où ça dure 1 an, j'aurais un peu un éclaircissement là-dessus. Les jeunes, en fin de compte, ils touchent un peu au sport et à l'animation avant de choisir vraiment ce qu'ils veulent, c'est ça? Et ça dure 1 an. C'est ça, oui, tout à fait. Ça dure 1 an au moins, je dirais. C'est vraiment, encore une fois, individualisé au possible. Cette classe, c'est un sas passerelle, entre guillemets. Certains élèves ayant un profil un petit peu faible pour rentrer directement en BP, mais certains autres pourraient quasiment avoir toutes les compétences requises, mais sont des fois un petit peu trop jeunes, des fois n'ont pas encore trouvé l'employeur, ou alors n'ont pas réussi les tests d'entrée, par exemple. Voilà, c'est souvent des jeunes à qui il manque un petit quelque chose pour avoir la possibilité de rentrer directement en BPGEPS. Et l'idée, c'est qu'on adapte au maximum le contenu de cette préformation aux jeunes qui sont inscrits. Il n'y a pas de contenu prédéfini, il y a une alternance prédéfinie, il y a des blocs abordés. Il y a 6 blocs dans l'année de 2 semaines de cours. Et entre-temps, les jeunes ont quand même une alternance, soit sous le statut de stagiaire, soit sous le statut déjà d'apprenti. Donc ça veut dire qu'il commence de stagiaire et à une fois qu'on a vu où il en est, il peut basculer en apprenti. Ils peuvent même commencer en tant qu'apprenti. On a des élèves qui commencent la classe de préformation en tant qu'apprenti directement. Et puis, comme Catherine l'évoquait, en fonction de leur évolution, ils peuvent très bien passer au bout de 3 mois, par exemple, directement sur le BPGEPS. Grâce aux formations modulaires, on peut les intégrer n'importe quand sur un BPGEPS, ou alors faire complètement l'année en préformation et puis s'orienter en BPGEPS dès la 2e année. D'accord. Merci. Oui, ça peut être le cas de jeunes qui ratent les EPEF, par exemple, dans un premier temps, et qui, le temps de se repréparer pour les réussir, voilà, ils peuvent rester en classe préparatoire de manière à ce qu'ils ne perdent pas de temps, qu'ils soient confrontés un petit peu au métier, et puis derrière, de pouvoir entrer en BPGEPS une fois qu'ils auront les EPEF. Et puis pour les candidats les plus jeunes, en effet, parce qu'il faut avoir 18 ans pour pouvoir passer les certifications sur les BP. Donc pour les candidats les plus jeunes, c'est en effet un moyen de prendre de la maturité et peut-être aussi de s'inscrire en CPGEPS animation qui lui est ouvert à partir de l'âge de 16 ans et qui permet aussi voilà, d'avoir une expérience en animation. Alors, ce n'est pas en animation sportive, hein, c'est en animation
classiques, on va dire, mais voilà, ça leur donne une expérience face au public, face à différents publics, face à l'aisance que l'on doit avoir devant des jeunes ou des moins jeunes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On passe à la suite, Nicolas ? On passe à la suite. Donc, dernière partie de la présentation ce soir, donc, que nous avons intitulé « Service aux employeurs ». L'idée de notre démarche, de toute façon, c'est de vous accompagner un maximum au quotidien, que ce soit en amont du contrat, que ce soit pendant le contrat ou même après. Donc, souvent, ce qui est mis en place en amont du contrat, ça va être l'accompagnement à la fois pour les démarches administratives, hein, vous expliquer la petite diapo suivante, on va vous expliquer un petit peu les démarches et les étapes pour la mise en place d'un contrat. Mais il n'y a pas que ça. Je dirais la mise en place du contrat, c'est la finalisation de tout ce qui a été anticipé et des fois prévu très longtemps en amont. J'ai des structures qui me contactent des fois 1 an et demi, 2 ans avant de recruter un jeune qu'ils ont déjà au sein du club. Le jeune leur a fait part de leur projet et cette entrée en formation ne se fait des fois que 2 années plus tard. Donc, les démarches administratives et financières, parce qu'il faut aussi parler de finances quand on recrute un salarié, on va vous accompagner notamment dans les démarches liées aux opérateurs de compétences. Donc, vous avez une petite liste, l'AFDAS, Uniformation, Ocapia, sont les 3 principaux opérateurs de compétences à qui nous avons affaire, puisque nous sommes dans le champ du sport, de l'animation, et puis pour Ocapia qui concerne le ministère de l'Agriculture et BPGEPS Équitation. Et puis, les partenaires de la formation sont aussi la direction régionale jeunesse et sport et puis ses directions départementales et l'ANS, nouvellement créée, l'Agence nationale du sport, qui est porteuse du dossier apprentissage, notamment, je l'évoquais tout à l'heure, pour l'aide supplémentaire que vous pouvez essayer d'obtenir en montant un dossier auprès de l'ANS et de ses représentants sur les départements. Donc, ces contacts auprès des partenaires, l'idée, c'est de vous faciliter les échanges. On vous accompagne également dans le recrutement et le choix du profil du candidat retenu. Alors, je dirais parce que je vais les recevoir régulièrement, on va les rencontrer sur des salons très en amont, souvent. Je suis accompagné pour ça par mes collègues du développement et par le service administratif. Donc voilà, on a tout un tas de personnes ressources au sein de Formasat qui vont régulièrement être en contact avec les futurs candidats et qui vont vous accompagner pour essayer de retenir les candidats qui sont le plus proches de vos demandes de recrutement. Un accompagnement dans les démarches à effectuer pour la signature du contrat. Donc ça, on va l'évoquer juste après. Donc l'organisation du contrat, souvent, il y a une question qui revient des employeurs, c'est est-ce que le CERFA apprentissage suffit ? Le CERFA apprentissage matérialise uniquement le contrat, qu'il soit apprentissage ou professionnalisation. Le CERFA sert à déclencher après les aides financières notamment et puis l'allègement de cotisations sociales auprès de l'URSSAF. Mais au-delà de ça, il faut quand même établir un contrat de travail en bonne et due forme dans lequel vous allez reprendre, comme tout salarié, je l'évoquais tout à l'heure, les missions, les lieux de travail, éventuellement le temps de trajet, l'emploi du temps, qu'il soit hebdomadaire ou annualisé. Enfin voilà, on va reprendre tout ça au sein d'un contrat de travail qui sera annexé au contrat d'apprentissage et qui précise réellement le travail à effectuer et les missions de l'apprenti. On organise le contrat également via le calendrier d'alternance qu'on pourra vous communiquer dès qu'il sera validé par Jeunesse et Sport. On attend encore le retour des dossiers d'habilitation qui ont été déposés fin février. Mais dès que ce sera revenu et que ce sera validé, on pourra vous transmettre les calendriers d'alternance pour que vous puissiez bien évidemment vous organiser. Et puis, on vous accompagne également dans le suivi de l'apprenti, on va le voir tout à l'heure. C'est ce qui, pour moi, amène au succès, tout simplement. Un apprenti qui est bien suivi en entreprise au CFA et lorsque les liens entre entreprise et CFA sont bons, en général, on anticipe tous les soucis qu'on pourrait être amené à rencontrer si on ne le suivait pas assez.
Les étapes de la mise en place du contrat. Donc, c'est cette rentrée, le fonctionnement sera nouveau tout aussi pour vous que pour nous. Donc, c'est important de le mettre en place dès maintenant. L'idée, c'est que nous aurons 5 étapes pour finaliser un contrat d'apprentissage. Nous vous enverrons lors de la première étape un formulaire qui sera destiné pour nous à essayer de recueillir un maximum d'informations pour vous alléger par la suite. C'est-à-dire qu'on va essayer de remplir à votre place le CERFA apprentissage et puis la convention de formation. Donc, on aura besoin que ce formulaire soit rempli quand nous vous l'enverrons le plus précisément possible, puisqu'il nous servira, on retranscrira toutes les informations rentrées sur les CERFA. Il sera accompagné, ce premier mail, de la fiche tuteur. La fiche tuteur servira à valider auprès de Jeunesse et Sport, une fois le contrat mis en place, que le tuteur remplit toutes les exigences pour avoir ce rôle. Une fois que vous aurez rempli ce formulaire, nous pourrons rédiger à la fois le contrat d'apprentissage, donc le CERFA que j'évoquais, et puis la convention de formation que nous vous enverrons rapidement par la suite. Une fois que vous les aurez reçus, ces 2 documents, il faudra bien évidemment les vérifier et puis les signer, puisque derrière, une fois qu'ils seront transmis donc, à l'opérateur de compétences, c'est la 3e étape, on pourra difficilement revenir dessus, ou alors si on revient dessus pour une erreur de SIRET, ce qui est arrivé régulièrement cette année, ou une erreur de date de naissance, des choses comme ça sous-entend derrière un avenant. Donc des démarches assez lourdes à remettre en place. L'employeur, c'est la nouvelle loi, disposera de 5 jours à compter de la signature du contrat pour transmettre ce document à l'opérateur de compétences. L'opérateur de compétences qui vous aura ouvert un espace en ligne dans lequel vous pourrez joindre ces 2 documents. Je l'ai évoqué tout à l'heure, au cours de ces liens que vous aurez avec l'opérateur de compétences, il faudra également l'informer, l'opérateur de compétences, que vous allez soit en tant que président suivre, soit en tant que maître d'apprentissage salarié, suivre les formations tutorales que nous organisons, parce que c'est à ce moment-là que l'opérateur de compétences va débloquer, va retenir en tout cas votre souhait de participer, puis débloquera par la suite les aides que j'évoquais liées à la fonction tutorale. Et puis, dernière étape, je dirais la plus simple, une fois que tout ça est fait, c'est de nous transmettre les documents signés, tout simplement parce que l'opérateur de compétences ne le fera pas. Donc, ce sera bien d'avoir des copies signées et de nous les transmettre, que ce soit aussi bien le contrat d'apprentissage que la convention de formation. Le lien employeur. Des formations tutorales, je le disais, donc qui sont au nombre de 3 par an. Donc, je disais, l'important, c'est d'en suivre au moins 2. Elles sont positionnées très souvent comme suit. Donc, la première a lieu, on verra si c'est le cas cette année avec le contexte sanitaire, mais la première devrait avoir lieu avant les vacances d'octobre, avant les vacances scolaires d'octobre. La deuxième court en novembre et la troisième en fin d'année au mois de juin. Donc, l'idée, c'est déjà de vous rencontrer si on ne se connaît pas, et puis de se projeter rapidement dans la formation et de rencontrer les interlocuteurs que nous aurons dans la formation, et puis de vous présenter un petit peu l'organisation que nous allons mettre en place, les exigences attendues du maître d'apprentissage, son rôle, et puis la projection de l'apprenti dans ces 2 années de formation, puisque au cours de ces 2 années de formation, il y aura régulièrement des travaux à rendre, donc il est important de se projeter rapidement et de tout faire se coordonner. Le deuxième lien qui est très important sont les visites en entreprise. 2 types de visites qui sont mises en place. Une visite qui a lieu très souvent dans les 3 mois, qui s'appelle la visite institutionnelle, où on va valider, entre guillemets, ce que l'on a mis en place en amont du contrat, donc valider éventuellement la fiche de poste, les plannings, l'accompagnement du tuteur, l'organisation entre l'apprenti et le tuteur, et puis on va essayer de se projeter au maximum dans ces 2 années de formation. Et on parlera déjà des certifications au cours de cette visite-là, puisque, comme je le disais, il faut vraiment se projeter sur ces 2 années. 2 années, c'est à la fois long, mais ça passe très très vite quand on doit anticiper des épreuves de certification, des fois 1 an en avance. Et puis des visites pédagogiques où les coordos, les formateurs se rendront soit de leur plein gré, s'il est nécessaire, soit à votre demande également, pour
observer l'apprenti dans son quotidien, si j'ose dire, dans son contexte de travail quotidien, et puis, si possible, au cours d'une séance qu'il animera auprès d'un groupe choisi, par exemple, pour faire une préévaluation. Si l'apprenti a choisi de passer sur une activité précise, sur un groupe précis, puis qu'il souhaite faire 15 jours, 3 semaines avant sa date d'épreuve certificative, une certification blanche, nous pourrons nous déplacer pour l'observer. Et puis, Christine, une formation tutorale est-elle en visio avant la fin de cette saison sportive? Je n'en ai pas l'information. Il faudra qu'on consulte les coordons, mais effectivement, il y avait une visio prévue fin juin pour les élèves qui sont rentrés en première année, donc je suppose qu'ils vont la faire en visio. Et puis, des outils de travail et de communication mis à disposition à la fois des structures et des apprentis. Le carnet de bord, donc, qui est un petit peu le fil conducteur qui va mener les apprentis aux certifications, donc des étapes, des fiches étapes qui vont permettre aux apprentis de rédiger progressivement leur dossier support de certification. Et puis, ce carnet de bord, les étapes doivent être validées régulièrement par le tuteur. Donc ça, c'est un travail très important et un suivi très important. On met en place également des outils, alors des logiciels, soit Ipareo, soit une évolution possible dans le futur, mais l'idée est que vous ayez en tant qu'employeur un espace en ligne qui vous permet de suivre à la fois le planning de l'apprenti, son assiduité, les thèmes de cours abordés, et qui vous permettent également d'avoir un visu sur le rendu des travaux par les élèves, et puis éventuellement les corrections apportées ou à apporter à ces travaux. Et puis des outils qui permettent une adaptation de parcours. On le voit en ce moment avec la crise sanitaire. On a mis en place l'année dernière la suite Google pour les élèves, avec des espaces sécurisés, avec des outils qui reprennent un petit peu la suite Office de Microsoft, mais qui sont pour eux totalement gratuits, puisque Formasap met ça à leur disposition. Et ça permet à ces outils de bénéficier d'espaces de stockage sécurisés, notamment de tableurs, de logiciels de traitement de texte, de logiciels de présentation, tout ça gratuitement. Et puis, il y a des extensions que l'on a choisi d'utiliser, notamment l'outil Classroom, qui permet de transmettre des devoirs à réaliser aux jeunes. Et puis, on voit en temps réel, on peut interagir avec eux sur les travaux. Enfin, voilà, c'est vraiment des outils de partage et des outils très intéressants que l'on met à leur disposition. Un suivi donc post-formation également, donc, je disais, le lien est très important, donc soit des compléments de formation, très souvent les apprentis enchaînent une ou plusieurs formations à la suite de leur première, et puis on peut également mettre en fonction de leur avancée dans la formation en cours des formations complémentaires. L'exemple concret que l'on peut mettre en place, quelqu'un qui va être en BPGEPS activité physique pour tous, qui se débrouille plutôt bien et qui va avoir validé une bonne partie de ses épreuves en un an et demi, pourra se voir proposer de suivre par exemple le CQP handisport au cours de la 2e année, sans rien changer à son alternance, ou alors si ça change, on vous prévient très en amont, tout va dépendre du partenaire retenu pour ça. En général, c'est le comité handisport qui dispense cette formation. Mais voilà, ça peut permettre, par exemple, à un élève qui se débrouille très bien et qui valide tout, d'avoir une formation supplémentaire sans aucun surcoût pour lui, à supporter ce surcoût, et puis une qualification reconnue supplémentaire par rapport au premier diplôme préparé. Une insertion professionnelle également, on va les accompagner, donc ça se déroule à partir du milieu de la 2e année, où on commence déjà à rencontrer les élèves individuellement pour savoir ce qu'ils souhaitent faire l'année d'après. On va soit les accompagner dans leur recherche d'entreprise et de poste, si jamais les employeurs, les entreprises dans lesquelles ils sont et ils effectuent leur alternance ne peuvent pas pérenniser le poste, soit dans l'accompagnement d'une nouvelle formation, soit voilà, on va les accompagner. Notre but, on l'a dit, c'est que tous les élèves trouvent un emploi à l'issue de la formation, et ce, très rapidement. Les contacts, les interlocuteurs privilégiés, entre guillemets, en fonction de leur mission. Donc, vous avez mes coordonnées sur un projet de formation et l'accompagnement au recrutement. Vous avez les coordonnées du service administratif pour
toutes vos démarches. Et puis, c'est un service qui est vraiment présent au quotidien pour vous accompagner et pour vous répondre, qui va notamment gérer, je l'évoquais tout à l'heure, hein, le suivi des CERFA apprentissage, le remplissage, la mise en place des conventions de formation, et puis vous accompagner encore une fois sur vos démarches et les liens avec les partenaires de formation. Catherine a évoqué tout à l'heure format satellite. Donc les deux personnes référentes sont Mathieu Drouin, que vous connaissez peut-être, qui est jusqu'à la fin de l'année en valeur professionnelle. Normalement, il va prendre sa retraite. Et puis Didier Nouveau, qui est responsable du service stratégie, partenariat et développement. Les interlocuteurs opérateurs de compétences. Donc ce soir, j'ai quasiment que des employeurs dans le champ du sport. Donc l'interlocuteur sera Laure Riby, conseillère emploi-formation sur la région, qui travaille pour l'AFDAS, qui est l'opérateur de compétences dans le champ du sport. Donc, vous avez toutes ces coordonnées à gauche. Uniformation, qui est l'opérateur de compétences pour les métiers de l'animation. Et puis, je le disais tout à l'heure, Ocapia pour la branche équitation. Donc, vous avez tous les contacts nécessaires. N'hésitez pas d'ores et déjà à les contacter si vous avez un projet de recrutement et si ce n'est pas encore déjà fait. N'hésitez pas à les contacter pour gagner un petit peu de temps, qu'ils vous ouvrent vos espaces, qu'ils vous donnent les formulaires à remplir pour vous créer cet espace justement, et puis qu'ils apportent des réponses à vos questions si vous en avez. Et puis le contact privilégié que vous aurez à Formasat pour le suivi de vos démarches avec les OPCO sera Nathalie Maire, qui est responsable administrative du CFA. Voilà, j'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions sur cette dernière partie, le service aux employeurs, sur les démarches pour la mise en place de contrats ou sur les thèmes que nous avons abordés tout à l'heure? Ouais, merci Nicolas. Mais enfin, n'hésitez pas à tout type de questions, voilà, ou individuelles ou collectives. On essaiera d'y répondre immédiatement. Et puis voilà. Puis après, n'hésitez pas. En effet, là, il y a beaucoup d'informations. Peut-être pas facile à tout appréhender d'un seul coup, mais n'hésitez pas à revenir vers nous, voilà, comme vous le souhaitez, de manière à ce qu'on puisse répondre du mieux possible à vos questions et individuelles et collectives sur le contrat. Christine a posé la question tout à l'heure. Donc oui, la présentation que vous venez d'avoir et de voir sera envoyée juste après cette porte ouverte par mail, accompagnée de ce fameux questionnaire de satisfaction. Merci d'avance de bien vouloir répondre à ce questionnaire. C'est vraiment très important pour nous d'avoir un retour sur l'organisation de ces portes ouvertes. Et ça vous permettra aussi de nous indiquer si vous souhaitez être contacté par Nicolas ou par Nathalie, ou voilà, selon vos besoins. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'on a vraiment besoin d'avoir vos retours sur cette porte ouverte. Voilà, si vous avez des questions, je vous laisse la parole. Joël Billard, bonsoir. Bonsoir. Une question pour Nicolas. Je suis toujours à la recherche d'un deuxième apprenti. D'accord. Donc, on a, je dirais, pratiquement signé avec Cassandre. Oui. Hein, maintenant, voilà. Et ma deuxième question, c'est plutôt vers Nathalie Maire. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Est-ce que justement Cassandre Bernard vous a contacté? Ne me dis rien, mais je vais regarder. Je prends note et je regarde. J'ai contacté suite à la dernière visio que j'ai passée donc le 15 lundi. C'est une jeune qui devrait passer son permis de conduire et donc comme il y a une aide de 500 € pour le permis de conduire, je me suis empressé de l'appeler pour qu'elle vous rappelle pour voir ce qu'il faut mettre en place. D'accord, mais je l'ai pas eu, mais je vais la contacter, pas de problème. Voilà. Et petite information, Evelyne et puis Nicolas en ont vaguement parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, sur le site internet de Formasat, on a mis les premiers calendriers. Alors effectivement, on attend les validations d'habilitation de jeunesse espoir. Je sais que certains de vous, structures, commencez déjà à réfléchir pour la rentrée de quelle va être l'internance. Donc en fonction des BP, vous allez dans la rubrique calendrier
et vous pouvez déjà les trouver. Alors, plus exactement, voilà, vous allez dans la rubrique tout en haut, là, sur la bande, vous allez dans la rubrique formation et ici, vous avez ensuite la page calendrier. Merci, Emeline. Je suppose que pour la gym, c'est jeudi, vendredi cette année. Oui, c'est ce qui est prévu. C'est bien ça. C'est ce qui est d'ailleurs prévu et transversal à quasiment tous les diplômes, sauf la natation et puis sur le secteur de l'animation, qui aura des cours le lundi et le mardi. Bon, ben, Nico, tu as dû être super clair. C'est bien pour les. Non, mais voilà. C'est étonnant un vendredi soir d'être pas évident, mais voilà. Après, n'hésitez pas à nous poser vos questions, que, ouvrir les micros par chat si besoin. Hein. Si les micros ne fonctionnent pas, vous préférez par chat, n'hésitez pas. Après, je vois pas. Si vous n'avez pas de questions. Oui, Didier? Ouais. Non, parce que je réfléchissais, je me disais quelles étaient les questions que vous avez posées les jeunes sur les différentes portes ouvertes qu'on a fait pour les candidats. Et j'essayais de revoir, de répertorier les questions qu'ils avaient pu poser, qui auraient pu être répercutées sur les employeurs, en effet, voilà, sur le type de contrat, sur les coûts, etc. Voilà. J'aurais peut-être une petite question, Nicole Janvier du C# Basket masculin. À quel moment on est censé recevoir le mail pour renseigner le formulaire en ligne? Alors, incessamment sous peu, tout simplement parce qu'on ne peut pas signer un contrat plus de 3 mois avant le début de la formation. D'accord. Donc, c'était, je ne sais plus, c'était Maxence que vous avez pour projet de recruter. C'est ça, oui. C'est ça. Donc non, c'est prévu. L'idée, c'est juste voilà, qu'on est obligé d'attendre ce délai pour mettre en place les contrats. Donc on devrait commencer les démarches début du mois de juin. D'accord. Nicolas, pour nous, la démarche auprès des contrats des entreprises, on va laisser passer la première semaine de juin sur laquelle nous devons faire les certifications des deuxièmes années. Et dans la foulée, on fera cette démarche-là pour les premières années et les structures. Donc, normalement, aux alentours, voilà, 10 juin, vous devriez les recevoir à partir de cette date. Alors, juste une précision, parce qu'on en parle beaucoup de l'OPCO. Nicolas dit qu'il fallait que vous vous rapprochiez d'eux. La plupart d'entre vous, quand je regarde les structures qui sont là ce soir, sont déjà référencées auprès de l'AFDAS, ont déjà un numéro. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, il faut vraiment commencer par cette adhésion. C'est-à-dire, vous allez sur le site de l'AFDAS et vous cherchez, il y a un document qui est de référencement. Si nécessaire, je vais essayer de le transférer à Emeline. Je crois que nous-mêmes, on l'avait déjà mis sur notre site Internet. Mais il faut vraiment se faire référencer auprès de votre OPCO. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. C'est vraiment le moment. Ce qui était revenu de la part des il y a de l'écho. C'est que
cette année, il n'y a pas besoin d'avoir les tests d'entrée pour pouvoir être, on va dire, admis dans un premier temps en formation. Donc, rassurez les jeunes que vous pouvez avoir en contact ou avec qui vous avez déjà mis en place un projet professionnel pour eux, qu'ils s'inscrivent dans leur, enfin, qu'ils s'inscrivent. Ils seront accueillis à la rentrée et au fur et à mesure, ils pourront passer les tests d'entrée. Et si ils ne sont pas suffisamment préparés là-dessus, ils pourront très certainement, à travers la classe préparatoire, par exemple, pouvoir les préparer dans les meilleures conditions et les obtenir rapidement pour pouvoir, derrière, pouvoir passer, en effet, les exigences préalables à la mise en situation pédagogique qui leur permet d'être en autonomie. Avant, ils sont obligés d'être accompagnés par leur tuteur, de manière à pouvoir peut-être partager les séances avec le tuteur, mais ils ne pourront pas être en autonomie. Donc voilà, là, les jeunes par rapport à ça, ils ont tout intérêt à s'inscrire. Bon, en effet, autant que possible avec la crise sanitaire, essayer de se préparer aux tests d'entrée autant qu'ils le puissent, mais derrière, en fonction des consignes gouvernementales, ils auront un temps pour pouvoir, dès le début de la formation, préparer leurs tests et pouvoir les passer de manière satisfaisante pour entrer en formation définitivement. Voilà. Si, j'ai encore une autre petite question. Dans l'hypothèse où il y a 2 contrats d'apprentissage, est-ce que le tuteur peut, enfin la personne qui assure le tutorat peut être tuteur des 2 contrats ou c'est une personne différente? Alors, il y a 2 réglementations sur ça. Tout va dépendre du choix des contrats. Idéalement, il faudrait qu'il y ait 2 personnes différentes. Okay. Je dis bien idéalement. Après, si vous ne pouvez pas, on essaiera de faire autrement. Mais c'est vrai que ce serait appréciable que chacun des tuteurs s'occupe d'un apprenti. D'accord. Ouais. Sachant qu'on peut mettre 2 tuteurs par élève. Hein. On a la possibilité maintenant sur le CERFA apprentissage de mettre 2 tuteurs. Okay. Mais il est possible, par exemple, que le président ou la présidente de la structure soit tuteur et que un éducateur diplômé puisse être aussi un autre tuteur. C'est quelque chose de réaliste. Je reviens sur les tuteurs. Le tuteur principal, est-ce qu'il doit être à temps complet? Ah, pas du tout. Moi, j'ai un tuteur possible à mi-temps et après un deuxième éducateur qui est à temps complet. D'accord. Non, il n'y a pas du tout d'obligation. À la base, il n'y a même pas d'obligation qu'ils soient salariés de la structure. Donc, si en plus ils sont déjà salariés, ne serait-ce qu'à mi-temps, ils vont largement accompagner un jeune. Un bénévole peut être tuteur. Le tout, c'est qu'il soit diplômé. Niveau 4, c'est ça, minimum. Un niveau équivalent au diplôme préparé. Niveau équivalent ou supérieur. D'accord. Avec une carte professionnelle, c'est bon. Oui. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être arrêter là la porte ouverte. Voilà. Merci à vous de votre participation, de votre écoute. Et puis, on espère vous revoir très rapidement pour nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir à poser. Et puis, avec l'accompagnement de votre futur apprenti. Voilà.